Voilà, je le disais dans les titres, ce personnage de Mwanganchuchu, du Parlement de la RDC et qui aujourd'hui est incarcéré pour des motifs politiques, se trouve être un personnage presque oublié, inconnu du grand public, professeur Yemei. Oui, je dirais peut-être pas tellement oublié, mais caché. Mais les gens de son réseau le connaissaient. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans les coulisses. Il restait à Kinshasa comme sénateur, mais il dirigeait les choses. Mais dans son histoire, on voit que son histoire remonte même à l'époque de Mobutu. Il travaillait avec le groupe de Kagame qui était en Ouganda pour faire tomber le gouvernement Habyarimana. Donc, il était connu à l'époque de Mobutu, comme Mobutu, à un moment donné, a combattu ce groupe-là. Il avait fui le Congo. Il est venu ici aux États-Unis comme un réfugié politique. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il a pris aussi beaucoup de contacts ici aux États-Unis. Mais au niveau du Congo, on le connaissait comme un sénateur non élu, imposé, parce qu'il n'a jamais fait de campagne quelque part. Mais il a été sur la liste et il est devenu sénateur comme ça. Mais le grand public du Congo ne savait pas qui il était réellement. Maintenant, il y a des révélations sur lui. Alors, qu'est-ce qui a conduit le gouvernement, les autorités, justement à mettre le cap sur lui, à s'intéresser à ces mouvements, notamment? Bon, le gouvernement le connaissait en tant que, jusque maintenant, il est le président du CNDP, donc le groupe qui a aussi, un groupe armé qui a aussi tué beaucoup de gens à l'Est et qui a obligé le gouvernement à faire des négociations avec eux. Et puis, il s'est mué en un parti politique et dont le président, c'était toujours lui dans la branche politique. Alors, c'est quelqu'un qui était connu du gouvernement parce que depuis le gouvernement de Kabila I, qu'il a amené avec dans ses poches lorsqu'ils sont venus avec l'AFTL, il était là ami, semble-t-il, de Kabila. Et puis, il connaissait bien Kabila, le fils, ou soi-disant fils, et il semblerait que c'est même lui qui aurait facilité, qui aurait mis Kabila le fils donc au pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi aidé Kagame à prendre le pouvoir en 94 lorsqu'il y a eu les génocides. Donc, il était impliqué dans tous ces coups-là, mais c'est lui qui était en train de travailler en sourdine, surtout sur le plan financier. Alors, parlons un peu de la résonance du nom Mwanganchuchu. Ça a une résonance rwandaise, pensez-vous? Oui, c'est tout à fait rwandais. Mwanganchuchu, c'est rwandais. D'ailleurs, en Kinyarwanda, ça veut dire « toi l'idiot ». Ah bon. Alors, pour la couverture de nos auditeurs, ceux qui n'ont pas suivi cette arrestation de Mwanganchuchu, où a-t-il été arrêté et comment? Bon, le président Tshisekedi, il n'y a pas longtemps, il avait fait un appel à une mobilisation générale de la population pour défendre les territoires, défendre le pays. Alors, il y a un groupe là de résistants en train d'aider les FARDC à bouter l'ennemi dehors. Et quand ils sont allés dans la ferme de Mwanganchuchu, à Rubaya ou vers Rutshuru, comme on appelle Massissi là-bas, ils ont trouvé que dans cette ferme, il y avait des caches d'armes. Ils ont fait des vidéos pour montrer qu'il y avait des caches d'armes. Je pense que les services de sécurité, ils ont sauté là-dessus. Il y avait peut-être des soupçons, mais il n'y avait pas de preuves. Mais là, il y avait des preuves matérielles, tangibles. Et directement, on est allé fouiller sa maison. Et en fouillant sa maison, on a trouvé des choses extraordinaires. Voilà, notamment. Parlons maintenant de ce qu'on a trouvé dans cette maison, des documents qu'on considère comme compromettants et qui auraient un lien avec l'histoire du complot, donc les rebelles du M23 à l'est du pays. Oui, bien sûr, on a trouvé des documents dans un coffre, mais d'abord, ce qu'on a ramassé, on a ramassé beaucoup de documents qui parlaient qui donnait même le plan de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. On a trouvé ça dans son coffre-fort
qu'on a eu des difficultés à casser, on a dû chercher des spécialistes. Et puis on a trouvé 1337 dossiers top secrets qui étaient là-bas. On a trouvé aussi une valise satellite. Et quand on a essayé d'inspecter les valises satellites, il y avait des numéros des présidents des pays voisins et limitrophes. On a trouvé même des présidents étrangers. Par exemple, vous pouvez citer quelques noms, monseigneur? Oui, en Afrique, on a trouvé les numéros et semble-t-il même des enregistrements de conversations avec le président Sassou Nguesso. Et puis, on a trouvé le numéro de João Lourenço. On aurait trouvé le numéro de l'homme du Gabon, je sais pas, Bongo. On aurait trouvé aussi le numéro de Kagame, de Museveni, et beaucoup d'autres. Et puis, Denis Sassou Nguesso aurait certainement été cité, hein? Non? Non? Il aurait été cité également? Il était cité. Non seulement il était cité, son numéro était là, il semble l'enregistrement des conversations serait là. Et puis, on a trouvé des numéros des gens comme Macron, on a trouvé des numéros de Sarkozy, on a trouvé des numéros de beaucoup de personnalités selon ce que nous voyons à la télévision Kinshasa. Et puis, on a trouvé des valises satellitaires, on a tiré des puces là pour ordinateur, on a trouvé de Motorola. Alors, comment maintenant on établit le lien entre tout cet arsenal et le M23? Tout cet arsenal, ce que vous devez savoir, c'est que lui-même, Mangachouchou, il était dans le M23. Comment? Il était dans le M23 lui-même. Ah bon. Est-ce que vous avez suivi ma question? Oui. Mais la question, quel est le lien, n'est-ce pas? Oui. Oui, le lien est que lui-même, il était dans tout ce mouvement de groupes armés depuis l'Ouganda, dans le groupe qui venait de l'Ouganda pour faire tomber le régime d'Abiyarimana en 1994. Avant cela, il était impliqué et il avait dû fuir à l'époque de Mobutu, le Congo, pour venir aux États-Unis. Et il est rentré après la chute de Mobutu en 97. Lui est rentré au Congo en 99 et directement on lui a donné la concession de coltan, 7 concessions de coltan. Donc vers le Massissi là-bas, on lui a donné plus de 80% de tous les coltans congolais. On lui avait donné sous Kabila le père. Ça c'était, on lui a donné le permis du terrain. Et puis, quand Kabila, le fils, est venu au pouvoir, en 2006, on lui a donné maintenant le permis d'exploitation. Donc, lui, il était le patron de tout cela. Mais il faut signaler ici qu'il avait remplacé à ce poste Bosco Ntaganda, qui était un criminel et qui est maintenant condamné à la CPI. C'est lui qui faisait ce travail avant. Et avant lui, il y avait Laurent Kunda. Donc, c'était dans le lot de leur projet à partir de l'Ouganda qui sont venus prendre le Rwanda et venir jusqu'au Congo. Et quand l'un avait des problèmes, l'autre les remplaçait, ainsi de suite. Et lui a remplacé Bosco Ntaganda dans l'exploitation des mines. Bon, maintenant, les rapports de l'ONU de juin 2021 avaient présenté des preuves qu'il y avait des combats autour des mines de Rubaya, donc exactement là où lui était patron, et puis aussi il y avait des distributions d'armes. Alors les rapports de l'ONU le disent, parce qu'il y avait distribution d'armes. Et cela se faisait donc sous la barbe de la MONUSCO qui faisait semblant, qui faisait absolument rien. Donc c'est ce qui prouve que le M23 était devenu comme sa milice, l'une de ses milices. Donc, non seulement le M23, mais ADF et tous les autres, les Codeco, tout ça jusqu'à Ituri, parce que Bosco Ntaganda opérait même en Ituri. Donc, c'est lui qui l'avait remplacé. Donc, il a repris tout ce travail, toute cette fonction des pivots de l'insécurité dans la région, donc de l'instabilité, donc de la criminalité. Et Bosco Ntaganda avait été appelé Terminator.
C'était ça son travail. Pour avoir massacré les populations. Oui, c'était les Terminators. Alors lui, il a remplacé dans la fonction des Terminators, donc de population congolaise là-bas, et il faisait de mass rape, comme on appelle, de viols en masse. Il organisait la violence, les déplacements des civils congolais, les massacres, les génocides, je dirais même la décimation pure et simple de populations congolaises de l'Est. Alors, le lien, c'est que lui, il était en connivence avec les gens qui venaient de l'Ouganda pour faire tomber le pouvoir au Rwanda. Et de deux, il était dans l'AFDEL. Et de trois, il était dans le RCD, Goma, qui s'est mué en M23. Il était membre de M23. Il défendait même le M23 au Parlement. Et puis, il y avait dans les gisements de coton qu'il a eu d'une manière frauduleuse, parce qu'il y a un physicien américain qui est là-bas aussi pour réclamer qu'il avait dupé. Alors, là, on a trouvé non seulement des armes, mais il y avait des distributions d'armes, et dernièrement, on a trouvé donc de caches d'armes. Mais maintenant, dans les documents qu'on a reçus, qu'on a trouvé dans le coffre-fort, il y a beaucoup de documents qui montrent que c'est lui qui était non seulement le patron de Rwanda Air et qui construit beaucoup au Rwanda, qui fait beaucoup de choses au Rwanda. On a trouvé des passeports rwandais, à peu près 6 pour lui-même, 5 pour sa femme, donc de passeports diplomatiques. Donc, il est au Congo, mais il a un passeport diplomatique rwandais. Donc, ça montre comme le mouvement est soutenu par le Rwanda et que ça vient du Rwanda. Et que on distribue les armes dans ces concessions et tout ça. Alors, on a trouvé des caches d'armes, donc il n'y a pas moyen de ne pas les lier au M23. Alors, revenons maintenant, Monseigneur, je rappelle que nous avons sur ce plateau le professeur Yemei, Samuel Yemei de la Caroline du Nord, qui est également ami de la rédaction. Nous parlons de l'arrestation de Mwanga Tchouchou, qui est un député et qui est impliqué dans la guerre dans l'Est du pays, lui-même étant un ancien membre du mouvement M23. Alors, professeur, dites-nous quelles ont été finalement les réactions de ces Occidentaux ou encore des partisans de Mwanga Tchouchou lui-même? C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un sénateur congolais qui est arrêté sous un régime de flagrance, et on a vu un défilé diplomatique de Français pour commencer, y compris leur président et leur ancien président, le ministre des Affaires étrangères, au ministre des Affaires étrangères, donc le ministre, donc l'ambassadeur de la France auprès du Conseil de sécurité. Tous ces gens ont défilé au Congo pour essayer de faire relâcher quelqu'un qui est arrêté par la justice congolaise, alors que quelques jours avant, Macron était au Congo pour dire que vous n'avez jamais été capable d'organiser de vous défendre, d'organiser votre souveraineté, l'administration, la justice, ainsi de suite. Et quand la justice s'arrête, et c'est lui-même avec son groupe qui viennent maintenant pour demander qu'on puisse escamoter la procédure et laisser un criminel. Donc, libérer un criminel. Donc, il y a eu non seulement le français, il y a eu même un ministre des Affaires africaines de la Grande-Bretagne qui est aussi venu, qui a cherché, il est allé là-bas à Kigali et puis qui a cherché à rencontrer le président Tshisekedi. Bon, le président Tshisekedi n'a pas voulu le recevoir parce que tout le monde sait que c'est eux qui sont en train de soutenir le Rwanda. Alors, on a vu aussi des gens de la MONUSCO là-bas, la dame là, Bintou Keïta, en train de soutenir les M23, en train de condamner. Et puis dernièrement, je n'ai pas vérifié l'information, il semble que l'ONU aurait encore parlé qu'ils vont soutenir le Rwanda parce que leur cause est juste. Alors, toutes ces choses-là, si on essaie de, comme on dit ici, connect the dots, si on voit comment Kagame a quitté l'Ouganda. Avant de quitter l'Ouganda, quand il était là, il avait été pris par les États-Unis et il est venu étudier dans une académie militaire. Et puis, quand il est rentré, donc le travail a commencé. Et maintenant,
Oui. Monseigneur, professeur Yemei, on parle également d'une tentative d'enlèvement ou de libération par un commando qui a été envoyé à la prison de Ndolo. Je rappelle qu'il avait d'abord été incarcéré à Makala, puis transféré à Ndolo, qui est une prison entre guillemets, de haute sécurité. C'est cela? Oui, c'est cela. On l'a transféré parce que le grief contre lui et surtout les preuves qu'on a trouvées montraient qu'il était foncièrement impliqué dans les massacres, dans tout ce qui se passe à l'Est et ce qui se passe au Congo, même, semble-t-il, même un plan de préparation de l'assassinat du président Tshisekedi, d'après ce que nous avons vu à la télévision. Alors, c'était un homme très dangereux, il fallait le mettre en une forte sécurité. Il semblerait qu'il y aurait un commando qui est arrivé, certains disent à travers Brazzaville, mais c'est des Rwandais qui sont arrivés pour essayer de divertir les gardes et mener une action commando pour libérer ce criminel. Alors, ils n'ont pas pu parce que les militaires étaient déjà avertis, ils ont neutralisé certains, mais maintenant on a renforcé la sécurité. Et cela, c'était donc avant l'audience publique, parce qu'on ne voulait pas l'audience où on doit maintenant essayer d'examiner les pièces. Est-ce que ça a commencé déjà, quelques indiscrétions? Quoi ça, l'examination? L'audience, est-ce qu'on a quand même quelques infos sur cette ouverture du dossier déjà? Oui, on a l'instruction, bien sûr. L'instruction a commencé parce qu'on a d'abord cassé le coffre-fort. Il semble qu'on serait parti à la banque centrale, Banque nationale congolaise. On a cherché des experts par-ci, par-là, et puis on a ouvert. Le monsieur ne voulait pas qu'on ouvre. Il n'a pas donné les clés, il n'a pas donné les codes. Mais on a ouvert, c'est en ouvrant que tout le monde était stupéfait de voir les histoires qui sortaient des dents, que j'ai citées tantôt là. On doit commencer maintenant à examiner les pièces par pièce et poser des questions à Mongatutu pour qu'il puisse les identifier. Je vois déjà, il commence à dire les choses qu'on a trouvées là, moi je ne connais pas, alors qu'on a trouvé ça chez lui, ça venait de chez lui. Donc il est en train de nier, non, il dit que je suis un homme intègre, je peux mourir pour le Congo. Il n'est pas enclin à collaborer avec la justice. Je ne sais pas, mais il semble, certaines sources, il semble que la femme voudrait collaborer, mais à la condition que son monsieur soit en surveillée. Ce serait une grosse erreur de libérer un criminel de longue date comme celui-là, parce que lorsqu'on avait libéré le général Kayimbi, les jours suivants, on l'avait trouvé mort. Parce que ceux qui sont dans le complot, il y a une chose, soit on le fait sortir, on le fait évader. Pour qu'il ne parle pas. Pour qu'il ne parle pas, ou bien on les neutralise pour qu'il ne parle pas. Alors, dans le cas revenons un peu sur les rapports entre la RDC et ses voisins et les autres pays. Est-ce que vous croyez que ça va ternir davantage l'image ou les rapports diplomatiques entre ces pays cités? Oui, bien sûr. Est-ce que le gouvernement de la RDC a fait un communiqué pour essayer de condamner cela, pour en parler publiquement? Bon, comme on est en guerre, je crois qu'ils savent ce qui se passe, ils ne veulent pas multiplier d'ennemis d'une manière officielle, mais au moins le gouvernement congolais est vraiment en alerte et aux aguets. Il sait que la plupart de ses voisins étaient ou sont impliqués dans le coup. On va terminer sur la guerre. Toujours là-bas à l'Est, j'ai appris que les rebelles du M23 auraient fait des mouvements de retrait dans les zones occupées et que il y a quelques heures, si ce n'est hier, des combats auraient encore repris à la frontière, bien sûr, avec le Rwanda, entre l'armée de la RDC et celle du Rwanda. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que les forces étrangères qui sont venues, des forces de maintien de la paix, bien sûr, sont sur place? Est-ce que ces zones ont été réellement libérées et occupées par les nouvelles forces? Pouvez-vous nous présenter, professeur, la situation actuelle sur le terrain? La situation actuelle, c'est que les M23 ne vont jamais quitter.
parce que c'est les M23, c'est l'épouvantail que les Occidentaux utilisent pour essayer de faire fléchir le gouvernement congolais, parce qu'ils tiennent mordicus à exploiter illicitement donc les gisements de coltan, parce que tout le monde en a besoin maintenant. Ça, c'est un. Et puis, de deux, lorsqu'il y a les combats de M23, la présence de M23, la MONUSCO trouve une justification pour continuer à avoir un mandat là-bas, alors qu'elle n'a jamais rien fait depuis plus de 20 ans. Donc maintenant, on vient d'ajouter encore la force quoi ça, régionale, donc de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Alors, s'il n'y a pas M23, eux tous n'ont pas de raison d'être là-bas. Et tous ceux qui veulent voler, il faut que les M23 soient là quand ils prennent des terrains et profitent pour avoir quelques minéraux. Et quatrièmement, le M23 fait de la farce, du théâtre. Chaque fois qu'ils disent qu'ils se retirent, c'est-à-dire ils se retirent d'un lieu, mais ils vont dans un autre. Ils se retirent d'un coin, ils vont dans un autre pour essayer de se rafistoler et puis prendre un peu d'énergie et puis attaquer de nouveau. Et puis la cinquième raison, c'est que le Rwanda a peur d'être attaqué par le Congo. Donc, il faut toujours que l'M23 soit là avant la frontière pour être sûr qu'on ne va pas les surprendre. Donc, c'est vraiment stratégique, c'est vraiment tactique. Le Rwanda est en train, il a peur, même les Occidentaux ont peur que le Congo saute sur le Rwanda. Alors, il faut toujours garder les M23 quelque part là. La peur ne pourrait pas être du côté de la RDC, puisque sur la base de l'hypothèse que le Rwanda et ses alliés sont soutenus par les Occidentaux qui ont plus de moyens, est-ce que vous ne voyez pas avec une espèce de harcèlement que le pays risquerait de craquer, de lâcher? Quels sont les moyens militaires que vous avez ou que la RDC a pour faire face à un conflit à long terme? Tel que c'est parti, je crois que ça devrait être cela. Non, c'est facile à voir, parce qu'en 1996, comment on appelle, 96-97, ils sont entrés à Goma, ils ont marché en 7 mois, ils étaient à Kinshasa. Donc, ça fait déjà une année qu'ils sont là et qu'ils n'arrivent pas à arriver à Goma. Donc, c'est pour vous dire que le niveau militaire, et puis le niveau militaire donc de la RDC est de loin supérieur à ce qui était la fois passée, parce que s'ils étaient entrés jusqu'à Kinshasa, c'est parce qu'on était infiltrés. C'est parce qu'ils avaient des complices à l'intérieur, notamment le général Mayele lui-même qui était le chef d'état-major général. Donc maintenant, on est en train d'extirper toutes ces antennes-là des infiltrés, et maintenant ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont en train de se battre, et vous voyez la différence. Et sur le plan logistique, le Congo s'est très bien ravitaillé, parce que il semble que tous les avions et tout l'arsenal qu'on avait au Congo… C'est ce que je voulais que vous en parliez, parce qu'on a vu un avion décoller et qui est tombé en panne, et 2 chasseurs bombardiers certainement dont l'un est tombé en panne après quelques heures de vol, ou aurait été attaqué quelque part. Est-ce que vous avez une flotte là-bas militaire qui peut faire face La flotte est plus grande que ça. D'ailleurs, l'avion qui avait été attaqué a été réparé en 3 jours par les ingénieurs congolais. Et ça vole déjà. Et ça a volé, il y a des vidéos. Donc, mais il y a plus de bombardiers que ça. Mais vous savez, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui parle pas. Mais il se prépare. Il connaît l'envergure, mais il se prépare. Voilà, professeur, peut-être avant dernière question. Il faut donc pour le président Tshisekedi un repositionnement. Comment se positionne-t-il par rapport à cette bipolarisation justement du monde actuel? Veut-il aller dans le tiers-monde, non, le fameux BRICS, ou bien le groupe créé par la Russie et les autres pour justement faire face à ce conflit? Espère-t-il être aidé par la Russie ou par quelqu'un d'autre, une autre puissance proche de la Russie pour triompher? Bon, d'abord, le président Tshisekedi et la République démocratique du Congo, en tant que pays, ils n'ont pas d'amis, comme tout pays, mais ils doivent avoir des intérêts. S'il faut aller quelque part, il faut être en contact avec les gens qui garantissent les intérêts du Congo et la protection du Congo. Bon, pour le moment, il ne peut pas se prononcer. Il est ouvert à tout le monde. Il a toujours dit dans ses discours, il est ouvert à tout le monde. Alors, si quelqu'un le soutient,
et le Congo voit ses intérêts, alors on va collaborer avec la personne. Mais pour le moment, on est ouvert à tout le monde. Voilà, c'était donc le professeur Yemei. Professeur, avant de partir, peut-être un détail sur un point important, sur la situation de l'Est que vous aurez peut-être effleuré. Voulez-vous insister sur quelque chose avant de partir? Oui, je vais tout simplement dire que c'est un enjeu politique puis stratégique très important pour le monde. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner et parmi toutes les grandes puissances, personne ne veut perdre la RDC. Alors, si on n'y tient pas garde, la troisième guerre mondiale peut commencer à l'est de la RDC. J'entends juste une petite question, dernière question. Chaque fois, le Congrès, non, les autorités américaines plutôt se penchent du côté du président Tshisekedi, montrant du doigt le Rwanda comme agresseur. Est-ce que cela se traduit désormais sur le terrain, notamment en matière d'aide, de soutien financier, de protection? Il faut saluer le courage de certains sénateurs américains qui ont vraiment finalement parlé, parce que avec la politique que le Rwanda avait faite, on parlait jamais du Congo. Et on voulait faire croire au monde que les Congolais sont incapables de gérer leur pays, sont incapables de faire, alors que les Congolais étaient infiltrés jusqu'à moi les pignets dans toutes les institutions, il y avait des Rwandais. Et puis au niveau de la diplomatie, c'était les Rwandais qui représentaient les Congolais. Alors, quand on posait des problèmes sur la guerre, ils disaient non, ce sont des guerres internes, facticides, ça n'a rien à faire avec le Rwanda. C'était la théorie qui était véhiculée un peu partout. Mais maintenant, avec la diplomatie agissante du président Tshisekedi, on a dit qu'il est devenu un Magellan, il voyage partout. Il voyageait justement pour changer ses narratifs et puis pour essayer de montrer aux gens vraiment ce qui se passait. Et vraiment, ça a eu écho parce que quand le Sénat américain commence à parler. On a vu même la Grande-Bretagne à un moment donné aussi parler. On a vu des députés européens en train de dénoncer. On voit toujours la première ministre italienne de l'Italie en train de dénoncer. Alors, il y a la Russie qui est en train de dénoncer au Conseil de sécurité, la Chine et tout ça. C'est ce qui montre que le narratif a changé. Le temps du mensonge de Tutsi Power, de Kagame et de Museveni est fini. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne maintenant. Et maintenant, il a mobilisé les Congolais. Les Congolais aussi ont compris les enjeux et ils sont prêts à défendre leur pays. Voilà, professeur Yemei, merci. Je vous en prie.